Salut à tous et bienvenue dans ce chapitre foutrement extraordinaire que nous propose Eiichiro Oda, le chapitre 1060, qui s'intitule donc Le rêve de Luffy. Encore une masterclass, tant de choses à dire, tant de choses vues et des bangers successifs qui vont nous amener de nouveaux bangers. Ouais, des bangers partout. Je dis beaucoup de fois le mot banger, mais les gars, c'est totalement justifié. Quel est le rêve de Luffy? Et dans quelle direction Oda veut-il nous faire avancer à bord du Sonigo? Au milieu de cet apocalypse, Sabo est-il passé d'empereur des flammes à empereur des cendres? Caribou se fera-t-il un jour attraper par les contrôleurs de la SNCF pour sa fraude de transport qui dure depuis 5 arcs? Dragon rendra-t-il un jour honneur à son emploi de révolutionnaire au lieu de nous montrer son anorak vert dégueulasse comme le bide de Marshall Dégueulasse Stitch? Montre-nous que tu es autre chose qu'un cousin de Usopp, frérot. Bon, on analyse le scan page par page comme d'habitude et on pousse un peu la réflexion dans un second temps pour bien s'imprégner des éléments du chapitre, du contexte global comme d'habitude. Alors suivez-moi, c'est parti. On retrouve donc un climat dans les premières pages très fidèle au Mugiwara, comme on aimait les observer pendant leur voyage en mer il y a quelques temps. La synergie de chaque membre est incroyable, même Jinbei s'est bien intégré finalement, et la formule fonctionne vraiment à la perfection. Ça va cumuler à la fois des éléments très sérieux d'actualité, que Robin, présentatrice du journal de 20 heures, essaye d'inculquer à un Luffy qui redevient un enfant dans ses pages. Nami Usopp, Chopper incarne bien la team Kleenex, il pleure tout le temps, entre épique et grotesque. C'est comme ça que je vois ce début de scan, c'est assez rafraîchissant, mais tout ça nous tient finalement en haleine, parce qu'il n'y a pas que du délire. Entre les vérités déchirantes, la révolution de 8 royaumes affiliés qui sont passés du côté des révolutionnaires, et Zoro qui se fait traiter de Kaido vert, de cactus, de maman verte pour son insensibilité face à la situation de Sabo, non, vraiment que de la fraîcheur pour l'instant. Luffy est rapidement remis au premier plan lorsqu'il parle enfin, après X années d'écriture, à son équipage de son rêve à lui, autre que de devenir le roi des pirates pour simplement le devenir. Il a une vision d'avenir qu'il souhaite réaliser depuis tout petit à l'aide de l'influence d'un titre qui va symboliser et cristalliser l'essence de la liberté. Un rêve assez drôle pour faire réagir Barbe Blanche et Oden, Ace et Sabo, et l'ensemble d'un équipage d'un air surpris, qui va mélanger le rire, l'étonnement, des sourires sur les lèvres, quelque chose d'impossible à imaginer, sauf par celui qui prône la liberté avant toute autre chose, celui qui cherche à devenir l'homme le plus libre du monde et qui cherche à en faire profiter les autres avec lui. Finalement, ça c'est mon point de vue, même si ce rêve pourrait être enfantin, ça va pas être un truc super compliqué, le fil a pas fait un bac+12, et je pense notamment à un grand banquet, parce que le fil aime bien les banquets, qui réunirait tous les partis, toutes les races, dans un festin avec de la viande à souhait, etc. Vous connaissez le vision. Ce n'est pas le rêve, et cette image en soi qui est important. Ça va être la manière en fait d'Eiichiro Oda à amener ce monde aussi divisé par les camps, les intérêts de tous, dans une seule et même case réunie autour de ce banquet. Ce serait une finalité qui résulterait de toutes les picknesses des pages, des chapitres qui nous attendent pendant ces quelques années d'écriture. Alors moi ce que je conseille, et puis c'est ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre mon cerveau là-dessus, et en fait je vais simplement suivre Luffy dans ses aventures, et qui nous guide depuis le premier épisode de la même manière. Chillax, détente, la liberté, on se fait plaisir, et on suit les Mugiwara à travers leur aventure, comme toujours. Transition. En grande pompe du côté de la marine et du gouvernement mondial, qui parvenait à intercepter la communication de Sabo et des révolutionnaires quelques chapitres en arrière. Je vous avoue que je n'avais pas compris Enfin, j'avais pas les mots pour vous décrire ce qui s'est passé en quelques pages quand j'ai lu le scan, mais on reprend donc par la marine, qui donne l'emplacement de Sabo, donc au Gorosei qui entend la conversation, au royaume de Lulusia. Le Gorosei apprend donc pour le royaume de Lulusia, et c'est d'un ton bien grave qu'ils abordent le sujet, dans des cases qui vont mêler Im-sama, toujours dans son jardin, à la manière de personnes qui connaissent déjà le sort du royaume, en particulier. À ce timing précis, où Im, semble-t-il, avait déjà décidé d'éteindre cette lumière, d'anéantir purement et simplement Lulusia. Sabo a tout vu, tout entendu, et surtout, il semblerait même qu'il se soit suffisamment aventuré dans le château de Pangea, qui, je vous rappelle, abrite la salle avec les épées plantées et le trône qui va siéger au sommet de la salle,
pour y apercevoir donc ce trône, dont la légende l'affirme libre, mais qui en réalité est occupé par un être. Oui, Sabo a dû apercevoir la silhouette lointaine de Im, et l'offensive du gouvernement envers Lulusia aura finalement fait d'une pierre deux coups. Aussitôt Sabo donc commençait dans les pages à révéler ces informations inédites, dans le monde de One Piece, que la lumière s'abattit royalement sur les terres du royaume, balayant l'intégralité de Lulusia sans même en laisser des restes. Une puissance redoutable, contrôlée par le gouvernement mondial, et qui n'est pas sans nous faire penser à Uranus l'Armantique, représentant les cieux de par son nom, parfaitement représentatif de l'impact et surtout de sa provenance. Cette ombre gigantesque apparut quelques instants avant l'explosion colossale qui soulèvera des tsunamis au loin. Les amis, si Uranus est également responsable de la disparition pure et simple de God Valley il y a une quarantaine d'années, alors l'île n'existe purement et simplement plus. Est-ce que Sabo est vivant grâce au pouvoir de son Logia, une parcelle de terre qui serait restée intacte, il l'a peut-être protégé avec ses flammes ou une connerie? Est-il mort? Peut-être, vivant, mort, ce qui permettrait de préserver Im d'une révélation à moitié faite? Les dés sont lancés. Est-ce que Sabo est mort, donc ça étouffe cette piste? Est-ce qu'il est vivant? Et du coup l'information complète parviendra aux oreilles de Dragon et de Luffy. Va savoir. Rien n'est sûr, on ne peut pas être certain, si ce n'est que pour moi, sa mort, scénaristiquement parlant, serait dommage. Il est mort littéralement en off, pour quelqu'un qui a encore des choses à apporter à l'œuvre. Et hop, on rebascule vers les Mugiwara, qui s'aventurent sur des mers aux allures nordiques. S'approche-t-il d'Elbaf? C'est une chose qu'on attend tous avec impatience. Va savoir, mais c'est face à une version poussée à l'extrême d'un courant de Foucault, je vous laisserai rechercher sur Google, c'est assez instructif, que le Sonigo s'avance. On pourrait penser à Akainu et son pouvoir colossal de magma, parce que la personne qui est prisonnière de cette sphère aqueuse n'est nulle autre que Jewelry Bonnie, qui apparaît ici sous la forme d'une petite fille. Je pars du principe que les fruits du démon perdent leur efficacité sous l'eau pour soulever un point. Est-ce que finalement cette forme de la gloutonne ne serait pas la vraie et originale? Est-ce que ce serait finalement pas une gamine qui aurait mangé un fruit qui lui permet de vieillir à volonté? Dans tous les cas, la noyade semble être récente, parce qu'elle respire encore visiblement, et si le responsable n'est pas Mère Nature, avec ses événements un peu bizarres, alors peut-être aura-t-on quelques surprises au prochain scan, n'oubliez pas ce point-là. Bon, la première partie est passée, on a analysé un peu case par case le chapitre, c'était quand même intéressant, mais là on va rentrer vraiment dans le cœur de l'analyse, c'est-à-dire qu'en fait je vais vous présenter quelques points, et je vais essayer de détailler un petit peu, sans rentrer trop dans le détail, parce que sinon je vais partir dans des théories, dans des théories du complot, vous connaissez. Allez, on y va. Premier point. Dragon pourrait vivement être mis sur le devant de la scène par Ichiro Oda dès maintenant. Aucun feat depuis l'arrêt de Smoker à une main sur l'Octoine. Il est quand même temps pour le chef en anorak de l'armée révolutionnaire de montrer ses atouts face à l'armantique Uranus, visiblement bien décidé, au travers de Im, à éradiquer purement et simplement les 7 royaumes restants qui ont trahi le gouvernement mondial. Le trône du roi du monde n'est pas vide, c'est désormais une certitude entendue par l'ensemble des révolutionnaires. Je rappelle que la communication n'était pas coupée quand Sabo a dit que le trône n'était pas vide. Ce qui donne au père de Luffy bien plus qu'un idéal à combattre, parce qu'avant Dragon combattait des idées. Maintenant il a un être qui caractérise son combat, et qui va caractériser son adversaire à affronter. Donc une personne qui incarne clairement les vices de l'ombre qui doivent être abattus pour gagner ce combat qui dure depuis de nombreuses années. Donc on va conclure là-dessus, tout simplement, la rencontre entre Luffy et son père se fera très prochainement. Deuxième point, que dire de Im, si ce n'est qu'elle est en fait Uranus, tout simplement, la personne serait l'armantique en elle-même, ou alors elle pourrait posséder l'armantique Uranus et peut s'en servir à sa guise, de la même manière que cette disparition subite de God Valley. Outre la piraterie, la marine, révolutionnaire, le gouvernement mondial possède bel et bien une sphère d'influence auquel les Tenryubito eux-mêmes n'ont pas accès ou connaissance. Un joli maquillage d'effets réel qui se compose de 5 anciens, régis par la reine du monde, qui est inconnue de tous, Im. Sa puissance de frappe est tout simplement colossale, on l'a vu dans les scans, en plus de l'effet absolu de surprise qui marque un assaut pareil. On aperçoit donc une ombre au-dessus des nuages à Lulusia juste avant l'explosion.
Est-ce que Uranus est une arme qui se déploie dans le ciel, un bateau, enfin un appareil, ou bien est-ce l'œil de Ym qui guette sa proie depuis les cieux avant d'y envoyer par Bluetooth un faisceau énergétique destructeur? Moi, je trouve que quand on regarde l'ombre juste avant l'explosion, je trouve que la forme de l'œil est bien trop ressemblante pour que ce soit une coïncidence. Entre ça et l'insistance d'Eiichiro sur deux cases distinctes des yeux de Ym pendant l'action, ça me fait penser à un être omniscient. On l'a bien vu, hein, elle est au courant de certaines choses, elle voit des choses que les autres ne voient pas, qui peut s'immiscer partout, littéralement, comme Uranus, régner sur les cieux. Troisième point, je pense réellement qu'au vu de la situation et des révélations qui ont été mises à portée des marines, la purge pourrait s'étendre bien plus loin qu'au royaume de Lulusia. Techniquement, les personnes en charge de l'interception qui font partie de la marine ont tous entendu ce que le trône vide, que le trône vide du château de Panga était occupé. Imaginez une purge de la marine directement organisée par les agents du gouvernement mondial pour tout effacer. Tout ça pourrait remettre sur le devant de la scène quelques personnages clés, je pense à Garp, Sengoku, Tsuru, ce trio d'antan qu'on a vu dans les flashbacks, et peut-être même Kong, hein, le CPE de la marine, parce que je vous rappelle que le mec, Sengoku démissionne, il doit faire un petit mot d'excuse au CPE. Attention, imaginez cette troupe combinée au Sword. Les amiraux, quant à eux, ils sont pieds et poings liés, hein. On a bien vu dans le manga, les amiraux sont les chiens des dragons célestes, qui eux-mêmes sont les chiens du Gorosei, qui eux-mêmes sont les chiens de Ym. Il n'y a aucun monde où ils se révolutionnent contre eux, hein. Donc on peut voir avec Akainu qui est fier, et qui n'obéit pas normalement, et il est soumis de force, hein. Par contre, les électrons libres pourraient bien fomenter une rébellion d'envergure sur le long terme. Quatrième point rapide, vie ou mort pour les personnages de Sabo, Empereur des Flammes, on passe à Empereur des Cendres, est-ce qu'il est carbonisé? Les pronostics sont ouverts. Moi, je planche sur une survie qui tient du miracle, ce qui empêcherait des révélations trop rapides, mais toujours existantes, et à portée de Dragon et de Luffy. Imaginez le combo Garp, qui apprend que la marine se fait poutrer par le gouvernement à cause de ce secret. Dragon, qui apprend ce secret et qui doit le combattre parce que c'est littéralement la cause qui mène à la révolution. Et Luffy, qui apprend que Ym s'en est pris à Sabo indirectement, qui fout la merde, et qui est littéralement l'antithèse de la liberté de l'homme. Face à cette cause commune, le bordel que ça prépare, c'est monumental, j'ai pas les mots, hein. Je vois trop la scène avec les trois là, sur une falaise, t'as Ym au sommet là, et Ym a fait des techniques de taekwondo, je sais pas comment ça se passe. Mais en vrai, Ym, je sais pas, c'est... À part faire des explosions, est-ce qu'elle sait se battre au corps à corps? Je veux dire, c'est une tige. Mais je te jure, regardez, visualisez, vous prenez un coton-tige, vous mettez un anorak à ce coton-tige, mais c'est la forme de Ym, hein. Elle est trop fine, hein. Je sais pas comment elle pourrait mettre des patates, hein. Après, elle a peut-être un kit fou, je sais pas, hein. Ouais, tout ça à méditer. En tout cas, je pense qu'on a fait un joli tour de piste pour ce chapitre, hein, qui est fort en rebondissement. Je vous fais pas le refrain habituel sur YouTube, hein. Si vous avez aimé la vidéo, vous savez quoi faire et je vous en remercie d'avance les amis, ça m'aide beaucoup. Merci beaucoup pour le soutien, je le répéterai jamais assez. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut les amis!